La guerre en Ukraine est sur le point de s'intensifier. Pendant des semaines, Donald Trump a cru qu'il avait Vladimir Poutine exactement là où il le voulait. Les États-Unis croyaient que la Russie était prête pour des négociations de cessez-le-feu. La paix semblait enfin possible, et Trump pourrait se retirer en tant que négociateur ayant mis fin à la guerre en Ukraine. Puis, soudainement, tout s'est écroulé. La Russie n'a pas simplement dit non à un cessez-le-feu. Poutine a humilié Trump, l'a pris au dépourvu avec un rejet total des pourparlers de paix. Trump ne se contente plus de se démener, il se sent désormais trahi. Les États-Unis auraient peut-être dû anticiper cela. Nous expliquons pourquoi Poutine a choisi ce moment pour se retourner contre Trump, ce que cela implique pour la guerre en Ukraine, et la question cruciale que tous évitent. Que se passe-t-il ensuite? Mais d'abord, un peu de contexte. Le 13 février 2025, Trump a annoncé qu'une délégation américaine avait été envoyée rencontrer un groupe russe en Arabie Saoudite en quelques jours. Ces affirmations sont venues immédiatement, après une conversation téléphonique de 90 minutes avec Poutine, au cours de laquelle Trump a déclaré que les deux dirigeants ont discuté de la manière dont ils pourraient mettre fin à la guerre en Ukraine. Les deux parties semblaient optimistes après cette conversation. La décision de Trump de parler à Poutine a rompu plusieurs années de politique américaine, les deux pays n'ayant pas échangé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie a également souligné son souhait de renouer des liens avec les États-Unis. Selon Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, le président russe a invité son homologue américain à Moscou et s'est dit prêt à accueillir des responsables américains en Russie pour discuter de sujets d'intérêt commun, notamment le règlement ukrainien. Pour Trump, cette déclaration signifiait que son plan de paix progressait et que Poutine souhaitait discuter. Trump était disposé à un accord. La réunion s'est tenue peu après. Malgré quelques problèmes, l'équipe de Trump a rencontré les émissaires de Poutine en Arabie Saoudite. La raison principale était l'absence d'invitation de l'Ukraine. Les États-Unis allaient tenter de négocier la paix avec la Russie, sans impliquer le pays envahi par cette dernière. Aucun délégué des nombreux partenaires européens de l'Ukraine n'était présent. La réunion ne se tiendrait qu'entre les États-Unis et la Russie. Le résultat semblait positif, du moins pour les États-Unis. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré qu'un accord avait été établi pour créer une équipe de haut niveau, pour soutenir les pourparlers de cessez-le-feu. Cette équipe explorerait également les opportunités qui émergeraient d'une fin réussie au conflit ukrainien. Rubio a déclaré que tout cessez-le-feu devrait être acceptable pour toutes les parties impliquées, dont la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. Son ton semblait conciliant, celui de Trump l'était moins. En réaction à la déception de Zelensky de ne pas avoir été invité à la réunion saoudienne, Trump a affirmé que le président ukrainien avait 3 ans pour mettre fin au conflit. « Je pense que j'ai le pouvoir de mettre fin à cette guerre », a-t-il également dit aux journalistes depuis son complexe de golf Mar-a-Lago en Floride juste après la réunion. L'attitude de Trump envers l'Ukraine n'a cessé de se détériorer par la suite. Il a suggéré que c'est l'Ukraine qui a commencé la guerre et non la Russie. Trump a traité Zelensky de dictateur, affirmant que l'Ukraine n'organise pas d'élections en temps de guerre, car Zelensky sait qu'il était mal placé dans les sondages ukrainiens. Trump a ajouté dans un post sur Truth Social que Zelensky a fait un travail terrible. Son pays est en ruine, des millions de personnes sont mortes inutilement. Les semaines suivantes, la relation Trump-Zelensky n'a fait que se détériorer. Les deux ont eu une réunion explosive à la Maison-Blanche, où ils ont constamment débattu de la guerre en Ukraine, et des récentes décisions de l'Amérique. Trump a réagi au manque de respect ressenti lors de cette réunion, en suspendant l'aide américaine à l'Ukraine, en difficulté de Zelensky, et en interdisant aux partenaires européens de l'Ukraine l'accès aux renseignements américains. Aussi récemment que le 7 mars, Trump affirmait que Poutine allait être plus généreux que nécessaire lors des pourparlers de cessez-le-feu avec l'Ukraine, tout en qualifiant Zelensky de dirigeant le plus difficile des deux. Tout semblait indiquer que Trump prenait parti dans le conflit. Son message suggérait que l'Ukraine était responsable d'avoir soi-disant déclenché la guerre et de ne pas avoir conclu d'accord avec Poutine pour y mettre fin. Il a critiqué sévèrement Zelensky plusieurs fois, suggérant que les États-Unis pousseraient l'Ukraine à des pourparlers, qu'elle soit prête ou non. Selon Trump, une fois les pourparlers entamés, Poutine serait très disposé à négocier un accord équitable. Peut-être que ces mots deviendront les derniers mots célèbres de Trump. Pourquoi ? Eh bien, le même jour où Trump prétendait que Poutine serait généreux, le dirigeant russe a planté un couteau dans le dos de Trump. Il n'y aurait aucune générosité dans les pourparlers de paix ou de cessez-le-feu. Il n'y aurait pas de cessez-le-feu du tout. Selon Pravda, le 7 mars, la Russie a refusé toute concession à l'Ukraine lors de futures négociations de paix. Le Kremlin a affirmé qu'il n'envisagerait pas le déploiement de troupes de maintien de la paix occidentale, notamment de l'OTAN, en Ukraine. En bref, rien de moins que tout ce que la Russie veut ne serait considéré dans une prétendue négociation.
un média ukrainien a rapporté que Poutine s'est exprimé la veille des déclarations de Trump, qui a affirmé qu'il serait généreux lors des négociations de paix. « Nous ne céderons à personne », a déclaré Poutine lors d'un discours à la Fondation des défenseurs de la patrie de Russie. Il a également déclaré que la Russie n'abandonnera pas ce qu'elle croit être des terres russes. Cela couvre le territoire ukrainien déjà illégalement occupé par la Russie, ainsi que le reste du pays. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a maintenu un discours intransigeant. Il a affirmé aux journalistes qu'aucun compromis n'était possible concernant l'éventualité d'une force de maintien de la paix. L'entrée de casques bleus européens en Ukraine équivaudrait à une participation directe et officielle de l'OTAN à la guerre, a-t-il ajouté. Les remarques de Trump sur l'approche russe du cessez-le-feu allaient à l'encontre de tout ce qu'il croyait savoir. Louant Poutine de généreux et qualifiant Zelensky de difficile, la Russie refusait tout compromis ou force de maintien de la paix en Ukraine. Toute stratégie, hormis une capitulation totale de l'Ukraine que Trump aurait pu obtenir, lui échappait soudain. La Russie n'était plus disposée à négocier. Au lieu de cela, elle tirait parti des démarches de Trump pour instaurer la confiance avec Poutine avant l'annonce par le Kremlin du cessez-le-feu. Peu après l'annonce de Trump de retirer l'aide à l'Ukraine, la Russie a lancé l'attaque. Des vagues d'assaut ont laissé 20 Ukrainiens morts après que Poutine a intensifié ses attaques dans les régions de Donetsk et de Kharkiv le 7 mars. La Russie a tiré 2 missiles balistiques dans le centre de Dobropilia, déclenchant un incendie qui a englouti un immeuble de 5 étages et tué 11 Ukrainiens. Alors que les secouristes se hâtèrent d'aider, une troisième frappe les a délibérément visés. Selon le président Zelensky, 47 personnes, dont 7 enfants, ont été blessées lors des attaques. La confiance de Trump en Poutine est brisée. Ce ne sont pas les actions d'un leader qui envisage un cessez-le-feu. Il semble que Poutine ait menti et manipulé Trump, faisant des États-Unis sa cible. Le président pensait pouvoir faire confiance à Poutine, mais dès que Trump a agi pour inciter l'Ukraine à des pourparlers de paix, Poutine a attaqué. Trump a suggéré qu'il envisageait sérieusement d'imposer des sanctions majeures contre la Russie alors qu'elle bombardait l'Ukraine. Mais ces sanctions suggérées dans le même briefing où Trump a qualifié Poutine de généreux ne sont pas encore arrivées. C'est trop peu, trop tard. Poutine a réussi à tromper Trump pour créer une situation où il pourrait lancer des attaques encore plus vicieuses contre l'Ukraine. La question reste maintenant simple. Pourquoi la Russie a-t-elle rejeté l'idée de tout type de cessez-le-feu ? Il y a plusieurs réponses possibles. La plus évidente étant que la Russie n'est prête à accepter un accord qui correspond pleinement à ses intérêts. C'est selon la fondation Jamestown, qui souligne que son désir de conformité totale est en conflit avec la position de Trump sur un accord de paix. Selon la fondation, Trump avait promis d'aider l'Ukraine à récupérer un maximum de territoire dans un accord, aux grandes dames de la Russie. Poutine a déclaré qu'il ne céderait à personne, considérant le territoire occupé par la Russie en Ukraine comme faisant déjà partie intégrante de la Russie. Il ne cédera aucun territoire, peu importe ce que Trump affirme. La Russie pense également que les propositions de cessez-le-feu actuelles ne font rien pour dissiper ce qu'elle appelle les causes profondes de la prétendue opération militaire spéciale de Poutine. Elle prétend que stopper la guerre maintenant permettrait à l'Ukraine de se transformer en porc-épic d'acier, toujours capable de causer de graves dommages à la Russie à l'avenir. Le cessez-le-feu n'encouragerait pas l'Ukraine à se démilitariser, ce qui signifie qu'elle resterait une menace pour Poutine. Plus importante encore, sans démilitarisation de l'Ukraine, Poutine ne pourrait pas envahir à nouveau après le cessez-le-feu pour obtenir ce qu'il veut vraiment. Ajoutez à tout cela que la Russie ne veut pas que l'Ukraine ait des garanties de sécurité. Cela peut ne pas être un problème du point de vue des États-Unis. Il avait déjà retiré son aide à l'Ukraine une fois, et semble hésitant à engager ses troupes pour maintenir une paix continue dans le pays. Mais l'Europe, c'est un autre problème entièrement. Bien que Zelensky estime que l'Europe ne peut à elle seule assurer la sécurité de l'Ukraine après un cessez-le-feu, elle resterait tout de même fortement impliquée. Elle fournirait probablement des troupes de maintien de la paix, livrerait des armes à l'Ukraine et participerait à sa reconstruction. Pour Poutine, des liens entre l'Ukraine et de nombreux pays pro-OTAN menacent son objectif de faire de la Russie la puissance dominante en Europe. La trahison de Poutine envers Trump s'explique d'abord simplement. La Russie veut plus que ce que les États-Unis, l'Ukraine et l'Europe sont prêts à offrir, et il ne veut d'aucune situation où l'Ukraine pourrait devenir plus forte après un cessez-le-feu. Mais il y a d'autres raisons à cette trahison. L'Ukraine dispose encore d'un important levier d'action. L'invasion de la région de Koursk en Russie par les forces de Zelensky en août 2024 visait en partie à détenir un territoire russe précieux pour de futures négociations de paix. L'Ukraine pourrait échanger ce territoire russe contre une partie du sien, réduisant ainsi la quantité de terres ukrainiennes revendiquées par la Russie. Poutine en est conscient et refuse d'entamer des négociations de cessez-le-feu alors que l'Ukraine a l'avantage. Koursk pose un sérieux problème à la Russie.
Trump a suspendu l'aide à l'Ukraine, permettant à Poutine d'intensifier sa contre-offensive à Koursk. Cette intensification oblige l'Ukraine à devoir faire un choix, selon l'analyste militaire Yann Matveyev. La seule raison de tenir le point d'appui de Koursk est de l'utiliser comme monnaie d'échange dans les futures négociations, selon Matveyev. Toutefois, perdre un grand nombre de troupes aguerries et d'équipements avancés lors d'une défense prolongée pourrait grandement affaiblir les capacités militaires de l'Ukraine ailleurs. L'Ukraine peut tenter de résister à Koursk malgré de lourdes pertes dues aux problèmes d'équipement et de renseignement américains, ou céder le territoire pour retirer ses troupes et défendre son propre pays. C'est un choix que Zelensky espérait ne jamais avoir à faire, et c'est un choix que Poutine veut forcer l'Ukraine à faire. La trahison de Poutine envers Trump a été prédite par la Russie, convainquant les États-Unis de couper les liens avec l'Ukraine. Cela affaiblit l'Ukraine à Koursk, permettant à Poutine d'intensifier ses attaques. Il est peu probable que Poutine envisage un cessez-le-feu, avant d'avoir repris par la force le territoire russe perdu ou repoussé les forces ukrainiennes. Quel que soit le résultat, Poutine ôte toujours l'un des principaux leviers de négociation de l'Ukraine. Les actifs gelés de la Russie pourraient aussi influencer la réflexion de Poutine sur le levier de l'Ukraine. Actuellement, les États-Unis, le Canada et l'Union européenne, détiennent collectivement environ 300 milliards de dollars d'actifs de la banque centrale russe. Ces actifs sont gelés depuis que Poutine a envahi l'Ukraine. Comme Koursk, ils représentent un atout de négociation clé pour l'Ukraine. Zelensky pourrait utiliser les actifs dégelés pour racheter une partie des terres que Poutine a prises à l'Ukraine. Le refus de Poutine d'envisager un cessez-le-feu peut aussi inclure sa volonté de rétablir le contrôle russe sur ses actifs, ce qui est inacceptable. Tout compromis serait inacceptable, signifiant que la guerre doit se poursuivre. Poutine ne souhaite pas que l'Ukraine ait un avantage lors d'éventuels pourparlers de cessez-le-feu avec la Russie. Mais nous devons aussi considérer ce que Poutine veut comme une autre raison de sa trahison. Nous pouvons réduire ses désirs en deux catégories. La Terre et ce que contient la Terre. Le Centre d'analyse de la politique européenne, service d'information et de presse audiovisuelle, affirme qu'il est impossible de discuter d'une quelconque paix avec Poutine sur le front pur de la Terre. La raison de la service d'information et de presse audiovisuelle est simple. L'invasion de l'Ukraine par Poutine visait davantage à restaurer un empire qu'à défendre la Russie. Poutine et ses conseillers en politique étrangère maintiennent leur objectif de ressusciter un empire soviétique tsariste, comme il existait de 1780 à 1980. Selon SIPA dans un article de août 2024, la source des problèmes actuels n'était pas l'expansion de l'OTAN, mais les ambitions impériales de Moscou. Pas grand-chose n'a changé depuis. Les remarques de SIPA reflètent celles de Poutine sur le refus de céder tout territoire que la Russie considère comme légitimement sien. Comprendre ces commentaires signifie réaliser que ce commentaire ne s'applique pas à la Russie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cela s'applique à tout le territoire que Poutine croit devoir être russe, Ukraine incluse. Pour Poutine, la victoire en Ukraine est essentielle à son plan de restaurer la Russie, en tant qu'une des principales puissances géopolitiques mondiales. C'est aussi important pour son héritage. Poutine veut être l'homme qui a remis la Russie sur la voie de la possession d'un empire. L'argent est aussi un facteur important à considérer, et c'est là que les ressources naturelles entrent en jeu. L'Ukraine abrite 22 des 34 minéraux, que l'Union européenne classe comme critiques. Elle abrite aussi des dépôts d'éléments de terre rares, un groupe de 17 minéraux métalliques, utilisés dans les technologies modernes de défense, d'aérospatiale, de renouvelables et d'électronique. Les réserves ukrainiennes de minéraux critiques, dont le titane, le lithium, le graphite, le cérium et le lantane, représentent 5% de l'approvisionnement mondial. La British Broadcasting Corporation creuse plus profondément. Elle souligne que l'Ukraine a des dépôts d'environ 20,9 millions de tonnes de graphite, qui est un matériau dont le prix varie entre 2000 $ et 4000 $ la tonne. Au maximum, les dépôts de graphite ukrainiens représentent un potentiel de 83,6 milliards de dollars de profit pour quiconque peut les exploiter pleinement. L'Ukraine représente également 7% des approvisionnements en titane de l'Europe, environ un tiers de son lithium, et d'importants dépôts de métaux, dont le zinc, l'argent et le cuivre. La British Broadcasting Corporation souligne que l'Ukraine compte un total de 20 000 dépôts minéraux, couvrant 116 types de minéraux et de terres rares. Seulement 15% de ces dépôts étaient exploités lorsque Poutine a envahi. De ces dépôts se trouvent à Donetsk et dans les autres régions que la Russie cible. Il est évident que Poutine cherche tout autant à exploiter ces minéraux pour générer de l'argent pour la Russie qu'à reconstruire l'Empire soviétique. Poutine ne pense pas seulement à l'argent. Le contrôle des minéraux et métaux rares ukrainiens par la Russie lui confère une influence géopolitique importante. D'autres pays dépendront de lui pour les matériaux nécessaires aux produits électroniques et à la fabrication d'armes. Poutine veut les milliards de dollars et l'influence que les gisements inexploités de l'Ukraine lui apporteraient s'il prenait le contrôle du pays.
Accepter un cessez-le-feu maintenant, surtout un qui implique de rendre n'importe quelle partie de Donetsk que la Russie occupe actuellement, signifie renoncer à un trésor et sacrifier l'ambition de Poutine pour l'expansion russe. Enfin, dans la trahison de Poutine envers Trump, le dirigeant russe ne peut se permettre de sembler faible devant son peuple. En rejetant la possibilité d'un cessez-le-feu, Poutine a également déclaré 2025 comme l'année du défenseur de la patrie. Son message était clair. Cette année, Poutine tient toutes ses promesses envers le peuple russe. Depuis son invasion, Poutine s'est positionné comme le seul homme capable de vaincre l'Ukraine et de la ramener à la patrie. Quand l'Ukraine a envahi Koursk, il a dissimulé le coup porté à sa position de strongman en se repositionnant en défenseur de la Russie. Pour Poutine, stopper la guerre en Ukraine reviendrait à avouer à son peuple que la Russie et lui-même ne sont pas assez forts pour vaincre une nation bien plus petite. Les concessions font aussi paraître Poutine faible aux yeux de l'élite politique russe. C'est dangereux pour un autoritaire, un manque perçu de l'autorité qui rend le leadership de Poutine possible. Ouvre la porte à d'autres pour gagner la confiance du peuple russe. Bien sûr, Poutine essaie de traiter préventivement ce problème. En 2024, il a épuré le ministère russe de la Défense, notamment pour éliminer la corruption, et en partie pour éliminer ceux qui pourraient être menacés son emprise sur le pouvoir. Le dirigeant russe aurait aussi commandité l'assassinat de plusieurs personnalités russes. Le plus notable était Alexei Navalny, un opposant de Poutine mort mystérieusement dans une prison sibérienne. Il s'agit avant tout de consolider le pouvoir pour Poutine. Mais même avec ces mesures, il sait que certaines personnes tenteront avec plaisir de profiter de la faiblesse perçue qui accompagne un cessez-le-feu, pour le pousser hors du pouvoir. Il ne sait peut-être pas qui sont ces personnes, mais il est prêt à trahir Trump pour s'assurer qu'elles n'ont pas l'occasion de douter de sa capacité à diriger la Russie. Une seule question demeure. Que se passera-t-il maintenant que Poutine a non seulement trahi Trump, mais continue d'aggraver la situation ? Dans un changement de politique majeur, les États-Unis et l'Ukraine ont accepté une proposition de cessez-le-feu de 30 jours pour désamorcer le conflit actuel. Cette évolution résulte de récentes discussions de haut niveau, en Arabie Saoudite, entre responsables américains et ukrainiens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky soutient le cessez-le-feu et déclare que les États-Unis doivent maintenant convaincre la Russie d'accepter cette proposition positive. Le cessez-le-feu proposé inclut l'arrêt des activités navales et aériennes. Bien que la suspension navale puisse avoir un impact limité sur la Russie, la flotte de la mer Noire ayant perdu environ un tiers de ses navires, la suspension aérienne constitue un défi majeur pour le président Vladimir Poutine. La Russie a utilisé des bombes planantes, larguées par des avions, derrière les lignes ennemies, pour attaquer les villes ukrainiennes. Une interdiction de vol réduirait la pression de la Russie sur l'Ukraine. La position de Poutine sur un éventuel cessez-le-feu partiel reste inconnue, la Russie n'ayant pas réagi. Selon Marco Rubio, qui a mené la délégation américaine lors de la réunion en Arabie Saoudite avec l'Ukraine, ces discussions seraient cruciales pour résoudre la suspension de l'aide et du partage de renseignements par les États-Unis. Il a affirmé que les États-Unis ont suspendu l'aide, jugeant que l'Ukraine ne s'impliquait pas dans un processus de paix. Mais quelques jours après, la situation avait déjà changé. Les États-Unis ont repris l'aide militaire et le partage de renseignements avec l'Ukraine, après que Kiev a accepté de soutenir la proposition de Washington pour un cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Rubio a déclaré que les États-Unis présenteraient la proposition de cessez-le-feu à la Russie, mettant ainsi la balle dans le camp de Moscou. Nous espérons une réponse positive rapide des Russes pour passer à la deuxième phase, qui est de véritables négociations. Reste à voir si cela arrivera. Mais, couplé à la trahison de Poutine envers Trump, le mouvement de l'Ukraine pourrait suffire à convaincre le président américain qu'il est temps de soutenir à nouveau Zelensky. La question est maintenant, Trump peut-il toujours imposer un cessez-le-feu ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires, en nous faisant part de vos réflexions sur la trahison de Poutine. Abonnez-vous à The Military Show pour des analyses sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Allez maintenant vérifier que l'Europe ira en guerre avec la Russie si Trump fait cela. Ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.